Oui, allô, bonjour, je suis John Allure et bienvenue au Québec-Sic et encore une fois, voici Tracy Wing. Bonjour, hi. Je suis Tracy Wing pour Québec-Sic, balado écrit et recherché par John Allard. Aujourd'hui, on va vous parler de Carole Fecteau, qu'est-ce qui s'est passé avec elle et vraiment la justice muselée. Il y a une photo de l'agent de la Sûreté du Québec, Jacques Filion, regardant fixement dans un sac à poubelle rempli de vêtements sur le site de décharge de Teresa Allard, la sœur à John, le matin où elle a été trouvée le 13 avril 1979. Rob Gaudreau est avec lui, faisant semblant de regarder dans le sac en plastique. Dans Wish You Were Here, l'agent est identifié à tort comme étant Jacques Lessard, mais c'est Jacques Filion, le flic dans l'affaire Fecteau. L'agent Filion est un agent c'est lui qui a récupéré les vêtements de Carole. Il y a une deuxième photo datant de ce matin-là, le vendredi saint, le 13 avril 1979. Les deux agents se tenant près d'un arbre où gisait le corps de Teresa, faisant semblant d'avoir une conversation. Les photos sont mises en scène. Les détectives ne font pas vraiment quelque chose. Ils n'enquêtent vraiment pas. Il n'a jamais été déterminé qui portait les vêtements dans ce sac. Ce n'étaient pas ceux de Teresa. Est-ce que c'était ceux de Fecteau? Pas les vêtements qu'elle portait. Jacques Filion les a trouvés. Mais si c'était des vêtements laissés par son jeune petit ami, Marc Charland, et si, à peu près au moment où l'agent Réal Châteauneuf a trouvé cette bûche de bouleau, criblée de balles sous l'escalier du sous-sol chez les Charland, vers janvier 79. Son grand frère, Jean, a remarqué les vêtements dans la chambre de Marc et a dit à son petit frère: Hey, tu dois te débarrasser de ces trucs. Tu as moins de 18 ans. Tu ne veux pas que les flics pensent que tu as quelque chose à voir avec la fusillade. Jean Charland a donc rassemblé toutes les affaires de Fecteau, les a mises dans un sac à poubelle et les a jetées. Mais, juste pour rire, juste pour embêter la police, il les a jetées à l'endroit où il savait que plus tard ce printemps-là, à la fonte des neiges, ils allaient trouver une autre fille morte. Une blague, n'est-ce pas? Parce que Jean Charland savait que la police n'allait pas se coller à lui, un homme déjà fait. Alors, quand Jacques Filion a regardé dans ce sac à ordures le vendredi saint, 13 avril 79, et qu'il a vu ses vêtements, savait-il à ce moment-là, à la veille du procès de Fernand Laplante pour 2 meurtres qu'il n'avait pas commis, que la Sûreté du Québec n'avait pas une vue d'ensemble, que la police avait un sérieux problème dans leur territoire avec les meurtres sexuels en série. La première à être assassinée, Carole Fecteau, sera la dernière à avoir sa chance au tribunal. Une fois de plus, la police a décidé de mettre Fernand Laplante en procès et personne d'autre. Une fois de plus, Laplante est assisté par l'avocat de la défense, maître Jean-Pierre Rancourt, qui a gagné une motion pour déplacer le processus à Cowansville, à environ 100 km à l'ouest de Sherbrooke. Et ça en raison de la publicité excessive lors du premier procès de Laplante. La couronne est à nouveau représentée par procureur Claude Mélençon et les deux avocats s'entendent pour inclure plusieurs aveux tirés des procès pour meurtre de Raymond Grimard et de Manon Bergeron afin d'éviter la redondance et d'accélérer le processus judiciaire. Ce sera un coup de hache rapide. L'affaire Fecteau s'ouvre le lundi 19 novembre 1979.
Jacques Mongeau a témoigné que lui et un ami étaient allés pêcher dans un ruisseau près d'East Hereford le 24 juin 1978 et avaient découvert le corps nu d'une jeune femme qui était blanche, ne respirait pas et semblait avoir des vers sortant de sa peau. Un employé des travaux publics de la province a ensuite déclaré à la barre que, le 26 juin, il avait trouvé un portefeuille au bord d'une route de gravier en direction d'East Hereford. Avant d'apporter le portefeuille à la police, l'homme a abattu un arbre avec une hache pour marquer l'endroit où le portefeuille a été trouvé. Un expert médico-légal a déclaré à la cour que Carole Fecteau est morte de 2 balles tirées d'une arme de poing, la première étant entrée dans la nuque à une distance d'environ 6 pieds, 2 mètres, tandis que la seconde est entrée dans son thorax, pénétrant le poumon gauche et le cœur, qui aurait pu être tiré à bout portant. Il n'y a aucune trace d'alcool dans le corps de Carole. Et, pour une raison quelconque, Carole Fecteau n'a pas été testée pour les drogues. Ce même expert a déclaré que Carole Fecteau n'avait pas été sexuellement active 24 heures avant sa mort. Le photographe de la SQ, Guimond Desbiens, a témoigné qu'il avait pris des photos sur les lieux près d'East Hereford et a dit qu'il avait été frappé par les tatouages sur le corps de la victime, mais qu'il ne se souvenait pas avoir remarqué de nom. Michel Poulain de la SQ a déclaré avoir pris des photos aériennes de la scène en janvier et en octobre 1979, ainsi que des photos du secteur de la rue Wellington à Sherbrooke le 15 novembre. C'est l'agent Jacques Filion de la SQ qui a fini par retrouver le portefeuille et il a témoigné que ses vêtements, jeans, sous-vêtements et chandails ont été retrouvés le même jour que son poncho déchiré à 2 endroits différents et sur la même route. À ce moment, Maître Rancourt a demandé si Filion était au courant que Marc et Jean Charland vivaient dans la région de Lennoxville au moment du crime. Jacques Filion a confirmé qu'il était au courant. Dans le journal de Sherbrooke Record, intitulé Le juge fixe les règles de la presse, écrit par John McCackney, le 22 novembre 1979, il écrit « La majorité des témoignages d'hier dans la cause de Fernand Laplante, accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Carole Fecteau à East Hereford le 20 juin 1978, a été consacré aux témoignages et au contre-interrogatoire d'un jeune homme. Il a été interdit à la presse, notamment représentée par The Record, de mentionner son nom, son adresse, son âge, sa profession, ainsi que le prénom de son frère. Le juge Jean-Louis Péloquin a également imposé d'autres restrictions concernant son témoignage. L'absence du principal journal français des cantons de l'Est, La Tribune, a été si remarquée qu'elle a été signalée par la publication sœur anglaise des cantons de l'Est de Sherbrooke Record. En fait, La Tribune a été absent pendant les 6 premiers jours du procès. Le jeune homme que les tribunaux essayaient de protéger était de toute évidence le petit ami de Carole Fecteau, Marc Charland, et le prénom de son frère aîné était Jean. Cependant, n'ayant pas été présent, la Tribune n'a jamais entendu l'interdiction de publication du tribunal et a donc continué d'exposer le nom Charland tout au long de ses reportages ultérieurs. Sous la protection de la Cour, le témoignage de Marc Charland était essentiellement une mini-version de l'histoire de Jean Charland dans le procès de Raymond Grimard et Manon Bergeron. Il blâmait Fernand Laplante pour le meurtre de Carole Fecteau. Marc Charland affirme que Laplante lui a dit un jour que Fecteau était une salope et qu'elle devait mourir. Puis, le 20 juin 1978, la nuit de la disparition de Carole Fecteau, selon Charland,
Laplante a de nouveau confié que Carole Fecteau était morte, que son affaire était réglée et qu'il l'avait mise dans un ruisseau. Apparemment, Fernand Laplante ne pouvait pas s'arrêter de parler de Fecteau car le 21 juin, Laplante, 34 ans, a encore confié à ce garçon de moins de 18 ans que Carole Fecteau avait des balles dans la tête et dans le cœur parce qu'elle avait envoyé 2 de ses gars en prison. En contre-interrogatoire, Marc Charland a atténué sa déclaration et a dit qu'il avait peut-être mal interprété les propos de Laplante. Le témoignage de Marc Charland a été la principale preuve utilisée par la couronne pour poursuivre Fernand Laplante. La couronne a fait revenir la colocataire de Fecteau, Hélène Larochelle, et lors du contre-interrogatoire, maître Jean-Pierre Rancourt lui a fait admettre que peu de temps avant la disparition de Carole, le ou vers le 20 juin 1978, leur appartement a été visité par 2 frères qui doivent rester anonymes, mais que nous savons maintenant être Marc et Jean Charland. Carole Fecteau a parlé 2 fois au téléphone à Joanne Tanguay avant de quitter l'appartement vers 20 heures et de se diriger vers la rue Wellington. Mario Vallière a également répété le témoignage selon lequel il avait été condamné pour une accusation d'incendie criminel. Il a été condamné avec le frère du témoin anonyme et encore une fois, c'est Jean Charland. Il avait été nommé par Mario Vallière pour cet incident seulement 6 mois auparavant. Cela devient plus juteux. Apparemment, Charland avait vécu dans l'appartement qu'ils ont incendié le 4 juin. John suppose qu'il ne voulait plus payer de loyer. Et moi, je suppose que peut-être qu'il voulait détruire de la preuve. Ce que Mario Vallière a alors fourni, c'est une fenêtre sur le monde souterrain de la région de la Wellington à la fin des années 70. Il a dit qu'il était actif dans le commerce de la drogue à Sherbrooke, vendant à la fois à Jean Charland et à Raymond Loup-Grimard. Selon Mario Vallière, Raymond Grimard vendait de la drogue à des filles comme Carole Fecteau. Il a dit que les principaux endroits où la drogue était vendue dans le centre-ville de Sherbrooke étaient le Moulin Rouge, la Petite Bouffe, le Sinclair's Pool Room, le bar des Marchés du Palais ou des Marches du Palais, l'hôtel Queens et un établissement de divertissement, des machines à sous, les machines à pinball. C'était vraiment la grosse mode. Vallière a ensuite déclaré avoir vu Jean Charland avec une arme de poing de calibre 32, capable de tirer 8 coups. Il n'a pas pu discerner s'il s'agissait d'un automatique ou d'un semi-automatique. Il situe le moment où il a vu l'arme une semaine après l'incendie criminel de la rue Wellington, qui aurait eu lieu la nuit du Festival des Cantons, le 4 juin 1978. À la barre ou dans le box de témoins, Vallière a refusé de nommer d'autres personnages qui vendaient de la drogue dans le secteur, disant « Certains d'entre eux travaillaient pour moi et je ne veux pas les identifier ». Vallière a souligné qu'il n'a jamais fait de transaction de drogue avec Fernand Laplante, car celui-ci ne faisait pas partie, à sa connaissance, du milieu du crime dans le secteur de la King et de la Wellington. Encore une fois, comme dans le cas du procès de Grimard et Bergeron, la plupart des preuves semblent pointer vers Jean Charland et son frère Marc, et non vers Laplante. Jean Charland avait une arme de poing. Bien que la police ait trouvé des munitions dans l'appartement de Laplante, elle n'a jamais pu retrouver une arme liant au meurtre de Carole. Laplante ne faisait pas partie du milieu de la Wellington. Jean Charland avait vécu à quelques rues de l'appartement de Carole Fecteau et il était un des fournisseurs de drogue de Fecteau. Jean et Marc Charland sont 2 des dernières personnes vues avec Carole à son appartement sur la rue Sanborn. Marc Charland était le petit ami de Fecteau, alors que Laplante ne semblait avoir aucun motif pour la tuer, à moins qu'il ne s'agissait d'un contrat. Enfin,
Fernand Laplante ne me semble pas être un type qui a une grande gueule, bien qu'il y ait eu beaucoup de témoignages de témoins mettant des mots dans sa bouche. Régis Lachance et la remarque, Grimard et sa chienne. Mais Laplante a fait 40 ans de prison et n'a jamais parlé. Jean Charland, par contre, The Sherbrooke Record a publié Laplante Surprised at Death, écrit encore par John McCackney le 29 novembre 1979. Daniel Lechat-Bussière a témoigné qu'il a appris la mort de Carole Fecteau par Jean Charland alors que les deux jouaient une game de pool au Sinclair Pool Hall. Nous avons quitté la salle de billard et nous sommes déplacés à environ 500 pieds vers le Moulin Rouge. J'ai vu Fernand Laplante assis au bar et mon compagnon, Charland, et moi sommes allés. Nous sommes allés s'asseoir à une table près de la scène. À ce moment-là, Jean Charland s'est encore vanté de Carole Fecteau, leur disant à tous les deux, elle est bien où elle est, elle sera gelée là tout l'hiver. Bussière raconte, j'ai demandé de ce... À ce moment-là, Jean Charland s'est encore vanté de Carole Fecteau, leur disant à tous les deux, elle est bien lotie et elle sera gelée là tout l'hiver. Bussière raconte, j'ai demandé ce qu'il s'était passé, car je l'avais vu avec Raymond Tilou Grimard la veille, et il m'a répondu, attends, tu verras, tu verras. Plusieurs jours plus tard, Daniel Bussière a rencontré Jean Charland et cette fois Charland lui a dit de se la fermer. Et Daniel l'a fait. Parce que tu peux avoir des problèmes avec les motards si tu parles. Problèmes avec la mafia. Bussière a déclaré à la cour, la dernière fois que j'ai vu Carole Fecteau vivante, c'était quand elle était avec Tilou Grimard le 20 juin 1978. Mario Bussière a ensuite répété la règle des gangs de motards sur le silence dans les crimes qui pourraient impliquer d'autres personnes. Mais Jean Charland n'en finit pas de parler, suggérant finalement que Carole Fecteau a été tuée par la bande des Grimard à la suite d'une bavure dans un trafic de drogue. Il m'a dit qu'elle s'était bien amusée avant d'être tuée et je présume qu'elle a été violée. Dans sa plaidoirie, Maître Jean-Pierre Ancourt a demandé au jury d'acquitter Fernand Laplante au motif qu'il était improbable que son client ait assassiné Carole Fecteau. Il a mentionné que le soir du 20 juin 1978, sa colocataire, Hélène Larochelle, a observé Carole quitter leur appartement vers 20 heures pour un mystérieux rendez-vous sur la rue Wellington. Carole a ensuite été vue par le chat Bussière dans la Cadillac de Tilou Grimard dans le secteur de la Wellington. Maître Ancourt a noté que ce même soir, Fernand Laplante n'était pas à Sherbrooke, mais à Lennoxville, où il effectuait des travaux de soudure pour un garagiste. Maître Ancourt a dit au jury que personne ne serait assez fou pour dire à un garçon qu'il a tué sa petite amie, comme Marc Charland a prétendu que Laplante l'avait fait. En fait, le lendemain du meurtre, le 21 juin, la première personne à mentionner le meurtre de Carole Fecteau a été le frère de Marc, Jean, lorsqu'il a dit à Bussière « Elle est bien où elle est et elle sera là tout l'hiver ». Maître Ancourt a exprimé son opinion que Carole Fecteau a été victime d'un trafic de drogue dans lequel elle était impliquée et auquel son client était étranger. Il conclut en disant que le jury n'a pas à découvrir qui a tué Carole Fecteau, mais à décider si oui ou non c'est Fernand Laplante. Le 5 décembre 1979, Fernand Laplante est acquitté du meurtre de Carole Fecteau. Laplante fond en larmes et déclare « Justice est bien faite ». Il retournera en prison pour une sentence de 3 ans pour le vol à main armée à Montréal et sa sentence à vie pour les meurtres au premier degré de Raymond Grimard et Manon Bergeron. Bien joué, en effet. Ce n'était
Peut-être pas la tâche du jury de déterminer qui a tué Carole Fecteau, mais c'était celle de quelqu'un. John va se risquer, et je vais me joindre à lui, à suggérer que c'était celle de la police. Le procureur de la Couronne, Claude Melançon, a fait mine de vouloir rejuger Laplante, mais cela a aussi échoué. Le meurtre de Carole Fecteau est resté définitivement non résolu. Laplante m'avait répété qu'il était innocent dans l'affaire Grimard et Bergeron. Il n'avait pas fait de telles affirmations pour le meurtre de Carole Fecteau. Cité de maître Jean-Pierre Rancourt dans les Confessions d'un criminaliste. Pourquoi Fernand Laplante a-t-il épousé Claire Dussault en juillet 1978? C'était une question de privilège d'épouse, pour que Dussault ne puisse pas témoigner contre son mari. C'est un vieux truc. Laplante avait été un partenaire criminel avec Gaston Moustache Brochu, un gitan. Les deux faisaient partie d'une équipe spécialisée dans les cambriolages. Ils étaient responsables de centaines de vols à Sherbrooke et dans les cantons de l'Est. Lorsque la loi a rattrapé Gaston Brochu, il a tenté d'épouser Christiane Boivin avant tout processus criminel. Maintenant, rappelez-vous que Fernand Laplante connaissait aussi Régis Lachance, et, comme Brochu, ils ont peut-être été des partenaires criminels. Et ils ont parlé affaires à l'été 78, alors que Régis se tenait sur le balcon de son appartement de la rue Larocque. Régis a également épousé l'une de ses femmes de façon précipitée. Régis épouse Denise Corbin le 27 octobre 1978, un vendredi, ce qui est vraiment curieux, surtout pour un bon Québécois, Français, Canadien. On sait qu'on a une grosse famille. Moi, chez nous, sur le côté de ma mère, c'était extraordinaire, les mariages. C'était vraiment la grosse fête. Alors, pourquoi pas attendre le samedi où toute la famille peut faire une fête pour l'occasion? Mais non, Régis s'est marié le vendredi 27 octobre 1978, exactement une semaine avant la disparition de Teresa Allard et 2 semaines avant l'incendie du motel Aloha. Donc, cette astuce de mariage semble avoir été transmise d'un détenu à l'autre. Notez que lorsque le coroner Jean-Pierre Rivard rend son verdict le 16 octobre 1978, tenant Fernand Laplante criminellement responsable de la mort violente de Carole Fecteau, il nomme Claire Dussault également complice du meurtre. En fait, Dussault devait également être jugée pour le meurtre de Carole Fecteau, mais cette procédure a échoué. De même, Dussault a été appelée à témoigner au procès pour le meurtre de Carole, mais elle ne s'est pas présentée. Au cours de l'été 1978, la Sûreté du Québec a placé une écoute téléphonique légale sur le téléphone de Laplante dans son appartement de la rue Belvédère. Au procès, la poursuite avait déposé en preuve une transcription de 2 conversations téléphoniques interceptées par la police au domicile de Laplante en juillet 1978. Dans la première, Fernand Laplante parlait de son récent mariage et de la façon dont il pouvait aider, de plusieurs côtés. Et dans la seconde, la conversation téléphonique faisait référence à quelqu'un appelé Petit Cousin 32, qui était mort, fini, fini, fini. Petit cousin, petite cousine. C'est un terme familier. Il peut signifier beaucoup de choses. Mais il faut savoir que Carole Fecteau était la petite cousine de Denise Côté, la femme de Gérald Lachance. Et Gérald était le frère de Régis Lachance. Le vendredi après-midi 2 septembre 1977, au début de la fin de semaine de la fête du travail, quelqu'un a tiré sur Monique Marchand, 37 ans, commis de boucherie et mère de 3 enfants, alors qu'elle travaillait au comptoir de son magasin à East Hereford. Le bandit solitaire a dévalisé l'abattoir Fernand Marchand, ne prenant qu'une poignée d'argent dans la caisse.
Il s'est enfui dans une Camaro rouge et noire avec des plaques d'immatriculation américaine qui l'attendaient. La Camaro a été retrouvée plus tard abandonnée sur une route secondaire. Le marché était situé à 3,5 km au sud d'East Hereford, le long de la route menant au poste frontière de Beecher Falls, dans le Vermont. Madame Marchand était seule dans la devanture du magasin lorsque le meurtre s'est produit, mais son beau-père, Johnny Marchand, se trouvait dans l'arrière-boutique. Il a dit qu'il avait entendu un coup de feu et que lorsqu'il s'est approché de la devanture, il a vu un homme debout près de la caisse, l'arme pointée sur sa belle-fille. Monique Marchand a attrapé un couteau de boucher pour se défendre et c'est alors que l'homme lui a tiré une balle dans la tête. Ce qui est curieux dans ce vol de magasin familial d'un petit village de nulle part, Québec, c'est que l'enquête a été dirigée par nul autre que Roch Gaudreault, de la SQ de Sherbrooke, à près de 60 km de là. On se demande pourquoi quelqu'un comme Jacques Filion n'a pas pris en charge de l'enquête depuis le détachement de Quaticook. Il y a une sûreté de Québec à Quaticook, qui est beaucoup plus proche. La première action de Roch Gaudreault a été d'établir des barrages routiers, ce qui vous indique que presque immédiatement, les policiers ne pensaient pas qu'ils cherchaient un local, un résident de la place. Lundi, la police avait arrêté Michel Bellé et lorsque la Gazette de Montréal a annoncé que le criminel notoire Bellé avait commis une série de vols du Québec à Toronto en passant par Kansas City, avait été appréhendé, la Sûreté du Québec de Sherbrooke l'a qualifié de pure fantaisie. Michel Bellé n'est absolument pas détenu à cette fin. Ces journalistes nuisent à l'enquête beaucoup plus qu'ils ne l'aident en faisant de telles déclarations. Néanmoins, à la fin du week-end des fêtes, 72 heures à peine après la fusillade de Monique Marchand, le corporel Roch Gaudreault et l'agent Noël Bolduc du Bureau des enquêtes criminelles de la SQ, ainsi que le coroner Jean-Pierre Rivard, font savoir qu'ils sont certains d'avoir résolu le meurtre de East Hereford, malgré le fait que la seule preuve contre Bellé est qu'il a déjà vécu à Sherbrooke. Bellé a été acquitté 2 fois pour ce meurtre. La première fois en raison du témoignage non corroboré d'un complice. Au tribunal, il a été révélé que le corporel Roch Gaudreault avait fabriqué des preuves afin d'incriminer Bellé. Plus précisément, Gaudreault a rédigé 2 déclarations fictives et a ensuite imité la signature de Michel Bellé sur les documents. Les documents auraient impliqué le complice dans le meurtre, dans le but d'amener ce complice à blâmer à son tour Bellé pour le meurtre. Le partenaire de Gaudreault, Noël Bolduc, a préparé les documents, puis Gaudreault les a signés. Nous avons donc ici la fabrication de preuves et la collusion policière d'une manière identique à ce que l'agent Réal Châteauneuf de la SQ a décrit lors du procès de Fernand-Laplante. C'est un des trucs habituellement utilisés et utilisé pour amener Jean Charland à incriminer Fernand-Laplante. Il ne se s'agissait donc pas d'une indiscrétion ponctuelle, mais d'une pratique systématique de la Sûreté du Québec. C'est une pratique du verger pourri. La police utilisait ce que Bob Bullock appelait des raccourcis. Mais ce n'est pas un jeu. Des vies étaient en jeu lorsque la police jouait rapidement et lâchement avec la loi. La deuxième fois, un expert a déterminé qu'il était physiquement impossible pour Michel Bellé d'avoir conduit d'East Hereford à l'endroit où il a été repéré plus tard ce soir-là à Montréal dans le temps imparti. Même un champion de course automobile aurait été incapable de franchir la distance, a-t-il dit. En 1985, Bellé a tout simplement abandonné et a plaidé coupable, choisissant, j'en imagine, de purger sa peine plutôt que de subir d'autres absurdités de processus judiciaires québécois.
Pourquoi les gens vont-ils à East Hereford? Ben, c'est pour la même raison qu'on prend un bateau pour traverser les eaux internationales du lac Memphremagog. C'est une ville ou un village frontalière, un port d'entrée pour les voitures, la drogue et les armes, ou la drogue et les armes dans les voitures si vous préférez, la contrebande. Et comme le lac Memphremagog, le lac Wallace d'East Hereford est un lac international. C'est le Wallace Pond à Canaan, Vermont. Celui qui a dévalisé le boucher en 1977, et ce n'était pas Michel Bellé, avait autre chose en tête que la poignée d'argent insignifiante qu'il a prise dans la caisse. Et cette Camaro abandonnée, eh bien, l'agresseur n'a pas simplement quitté East Hereford, il y avait plus d'une personne impliquée, et il y avait 2 voitures. Nous avons mentionné que même l'avocat Rancourt soupçonnait la plante d'être impliquée dans le meurtre de Carole Fecteau et que la plante était de Quaticook à 25 km à l'ouest d'East Hereford, à vol d'oiseau. Or, pendant un temps, Fernand Laplante a travaillé comme ouvrier agricole sur le terrain où le corps de Carole Fecteau a été découvert, le Buck Creek. Cela n'a jamais été révélé au procès, mais on pense que la raison pour laquelle la couronne voulait appeler Claire Dussault à la barre était de témoigner que le soir du meurtre de Carole Fecteau, Fernand Laplante ne faisait pas de la soudure dans un garage de Lennoxville, mais qu'il était en fait dans la région de Quaticook pour rendre visite à sa famille. Cela rend Fernand Laplante probable comme l'un des agresseurs de Carole Fecteau, mais pas tous. Comme pour la fusillade de Monique Marchand et le meurtre de Grimard et Bergeron, où Jean-Pierre Rancourt a suggéré qu'il y avait jusqu'à 4. Il y avait plus d'une personne impliquée dans le meurtre de Carole Fecteau. Car que penser du témoignage de Daniel Le Chat-Bussière selon lequel Jean Charland a dit que Carole Fecteau s'est bien amusée avant d'être tuée? Pour un viol collectif, il faut une gang. Et tant pis pour l'expert médico-légal qui a témoigné que Carole Fecteau n'avait pas été sexuellement active avant sa mort. Comme Jean-Claude Burnham l'a déclaré à plusieurs reprises, les experts mentent sur ces choses pour soutenir le récit de la police. Ils mentent ou ils ne comprennent pas tout l'arsenal de possibilités dont dispose un agresseur sur les femmes lorsqu'il envisage la nature du viol. Donc oui, quelqu'un dans cette partie peut avoir voulu tuer Carole Fecteau parce qu'elle avait une grande gueule ou qu'elle avait foiré un deal de drogue. Mais quelqu'un d'autre ou d'autres personnes dans cette partie voulaient autre chose, quelque chose en plus de la faire tuer. Parce que si c'est un simple meurtre par contrat, on ne déshabille pas le corps. S'il s'agit d'un simple meurtre pour le compte d'autrui, où on la laisse, comme on laisse Manon Bergeron, habillée, on ne jette pas des preuves le long d'une route de gravier comme des vêtements et un portefeuille, comme ils l'ont fait avec Teresa alors. Quelqu'un, ou d'autres quelqu'un, dans ce groupe, n'était pas seulement un tueur à gages, c'était aussi un meurtrier sexuel. Je veux vous remercier beaucoup aujourd'hui de tenir le coup avec nous. On vous apprécie beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je suis Tracy Wing pour Québec-Sic. Ok, merci Tracy. Si vous avez des informations sur ces affaires, envoyez-moi une courriel à John Allore, JOHNALLORE à commercial gmail.com. gmail.com. Merci encore et passez une très bonne semaine.